Bonjour, chers membres du Conseil de travail et de dialogue social, donc Dieu le moi. Bienvenue donc à cette formation sur l'impact de la COVID-19 sur les économies des États membres Dieu le moi, et particulièrement bienvenue dans la troisième partie donc du module 4 de cette formation qui est consacrée au mode de gestion financière endogène et efficiente pour des économies résilientes et une relance post-COVID efficace dans le mois. D'entrée de jeu, disons que les pays de le mois ont presque tous connu une crise économique et financière donc, qui s'est manifestée par une baisse de la croissance et par un double déficit de la balance des paiements et des finances publiques. Donc, à ces déséquilibres s'est ajouté aussi le problème d'endettement extérieur massif qui était devenu insoutenable. Donc, pour pallier à cette situation, donc, il y a eu des politiques de stabilisation qui ont été mises en place par les institutions de Bretton Woods, en particulier le Fonds monétaire international. Et cette politique de stabilisation avait pour objectif de permettre à ces pays-là d'atteindre un déficit du solde courant, donc de réduire leur endettement de telle sorte que qu'on ait un équilibre du déficit du solde courant, où à partir de ce niveau-là, tout endettement devait permettre simplement de financer les investissements. Le Fonds monétaire international est apparu donc dans ce contexte comme un bailleur de fonds incontournable dans les pays de l'UMOA, et il a obtenu en effet depuis lors la charge de commander et de coordonner les activités des autres bailleurs, c'est-à-dire les créanciers publics et privés. Au lieu donc d'une intervention ponctuelle en cas de crise, le Fonds monétaire international est présent dans ces pays de manière continue depuis les années 80. Et chaque année, le Fonds monétaire international donne son avis sur le budget des États et donc sur les mesures macroéconomiques à mettre en œuvre. Et dans ce qui concerne la Banque mondiale, les pays à faible revenu disposent donc depuis 1960 d'une filiale spéciale donc de l'Association internationale pour le développement qui intervient régulièrement pour financer des projets ou des programmes de développement en ce qui concerne les prêts et les dons. Leurs financements sont concessionnels, c'est-à-dire formés de prêts à conditionnalité et de dons. Mais malgré leurs conseils et conditionnalités, les pays à faible revenu ont dans l'histoire connu un surendettement chronique. Et justement, à ce propos, il est fréquemment avancé que la montée du surendettement est liée aux politiques désastreuses qui ont été imposées par les institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, ces dernières institutions ont quand même reconnu que ces politiques ont échoué en termes de réduction de la pauvreté et de croissance, et qu'elles ont également échoué à restaurer la soutenabilité de la dette. Le peu de résultats qu'on a obtenus de ces politiques, c'est une faible croissance et une faible croissance de la pression fiscale et des faibles gains en termes d'ouverture commerciale. Donc, après une vingtaine d'années d'ajustement structurel, donc, des initiatives d'allègement de la dette ont été proposées, n'est-ce pas, à ces pays. Mais malgré ces annulations de dette, les institutions de Bretton Woods doivent encore faire face aujourd'hui aux défis de réendettement rapide des pays à faible revenu. En effet, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont tiré la sonnette d'alarme en fin 2018, considérant la dette publique de plusieurs ex-États qui ont bénéficié des initiatives PPP comme insoutenables. Et donc, en plus, les besoins de financement aujourd'hui pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 et relancer l'activité économique est en train de détériorer un peu plus la soutenabilité de la dette de ces pays à faible revenu. Donc, les institutions de Bretton Woods, en réalité, accordent, n'est-ce pas, aux pays à faible revenu des prêts concessionnels depuis 90. C'est-à-dire, ce sont des traits bonifiés, de très longue durée, entre 10 et 40 ans, selon l'organisme prêteur, et à des taux d'intérêt faibles, donc entre 0 et 0,75.
Et ces systèmes de financement ne sont pas des systèmes de financement périns parce que les montants prêtés sont plafonnés, non pas le niveau des subventions disponibles. Et donc, la situation de budget des pays donateurs, puisque ce sont des pays qui financent donc, ces institutions de Bretton Woods. Et donc, quand ces pays subissent les coûts de la crise mondiale, ça veut dire que les besoins, les ressources dont s'amaigrissent au niveau donc, de ces institutions de Bretton Woods. Et donc, les pays à faible revenu auront aussi des difficultés à pouvoir se financer auprès de ces pays-là. Donc, par ailleurs, dans le cas du Fonds monétaire international via la Banque centrale et l'IDA pour le financement des programmes, les financements sont de l'aide budgétaire. Ces financements, ce sont de l'aide. Ils bénéficient au trésor public et permettent de financer l'ensemble des dépenses publiques sans une affectation particulière. Donc, on ne met pas l'accent sur les dépenses d'investissement au niveau donc de comment l'appelle-t-on, ces financements auprès de ces institutions multilatérales, donc permettant de générer des ressources pour pouvoir rembourser. Donc, il est donc clair que dans les pays de l'UEMOA ne devraient pas compter véritablement sur ces financements en période de crise comme la pandémie de la COVID-19 qui a affecté les budgets des pays donateurs. Donc, en plus, la pandémie de la COVID-19 impose donc aux pays de l'UEMOA une augmentation des dépenses publiques, non seulement pour bâtir des systèmes sanitaires résilients et relancer les économies des pays de l'Union, mais aussi pour atténuer les effets de la crise sanitaire sur les couches sociales vulnérables et venir en aide aux entreprises en faillite ou en risque de faillite. C'est d'ailleurs pourquoi la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, réunie en sa session ordinaire en visioconférence le 27 avril 2020, a suspendu temporairement l'application du pacte de convergence, de stabilité et de croissance et de solidarité, tout en exhortant les États membres à poursuivre la mise en œuvre de politiques budgétaires permettant un retour à la consolidation budgétaire après la crise. Donc, ainsi, la crise sanitaire de la pandémie de la COVID-19 n'étant pas compatible avec les politiques de réduction des déficits, elle a eu pour conséquence une détérioration des soldes budgétaires dans presque tous les pays de l'UEMOA. Donc, lorsque nous étions en train d'analyser dans le module 3 l'impact de la COVID-19 sur les finances publiques des États donc, de l'UEMOA. Dans ces conditions, pour des économies résilientes aux chocs internes et externes et une relance post-Covid efficace, les pays de l'UEMOA devraient recourir à des modes de financement endogènes et efficaces. En particulier, ils devraient beaucoup plus compter sur la mobilisation des ressources domestiques et les marchés des capitaux. En effet, l'un des facteurs explicatifs du surendettement des pays à faible revenu en Afrique est la faiblesse des recettes fiscales selon un rapport de la Commission économique pour l'Afrique en 2019. Et pour donc un endettement soutenable, les gouvernements des pays de l'UEMOA devraient accroître la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales et approfondir le marché des capitaux domestiques avec un recours accru aux prêts libellés en monnaie locale. Et d'autres sources de financement qui s'offrent aux pays donc, de l'UEMOA en cette période de crise sanitaire à la COVID-19 seront abordées dans les sessions pratiques qui seront consacrées à ce module. Mais pour le moment, nous allons analyser d'abord comment les pays donc, de l'UEMOA devraient améliorer donc, la mobilisation de leurs ressources domestiques et aussi mettre l'accent sur l'approfondissement du marché des capitaux domestiques et la recherche donc, des capitaux au niveau international. Donc, notons que même si la mobilisation des ressources domestiques s'est améliorée dans les pays africains ces dernières années, la part des recettes fiscales dans le PIB demeure en dessous des niveaux atteints par les autres pays en développement. Et en plus, les recettes fiscales sont fortement dépendantes de la conjoncture internationale, en particulier les fluctuations des prix des produits de base sur le marché mondial, même si la pleine mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africain devait permettre d'accroître les échanges entre les pays du continent et réduire sensiblement l'effet des fluctuations des prix de ces produits sur les recettes fiscales. Donc, les pays africains donc, peuvent accroître les recettes fiscales en réalité de 12 à 20% du PIB en adoptant un cadre stratégique pour renforcer la mobilisation des recettes selon, n'est-ce pas, ce rapport de la Commission économique pour l'Afrique en 2019. Et l'amélioration de la mobilisation des ressources domestiques de façon générale
va consister à mettre en œuvre un package de mesures, à savoir l'ajustement budgétaire, l'élargissement de l'assiette fiscale en général et le réalignement donc, des instruments fiscaux en prenant en compte le poids du secteur informel dans le mois en particulier et les investissements donc, dans les méthodes de collecte de données, l'intensification des réformes des systèmes d'administration fiscale et le renforcement de la surveillance du secteur des ressources naturelles. Au niveau donc de l'ajustement budgétaire, il faut noter que l'ajustement budgétaire ici inclut la prise en compte des cycles économiques dans la mise en œuvre de la politique budgétaire afin d'éviter les répercussions négatives sur la stabilité macroéconomique qui découle donc d'une ignorance du cycle économique. Donc, au moment où on fait, comment l'appelle-t-on, on est en train d'adopter donc le budget, justement, à ce niveau, on avait parlé donc du principe, n'est-ce pas, de sincérité, qui voudrait que au moment où on fait des prévisions budgétaires, qu'on puisse tenir compte du cycle économique et qu'on ne fasse pas des prévisions qui n'ont rien à voir avec l'évolution de la conjoncture. Donc, dans cette optique, le fait d'ancrer la politique budgétaire dans les stratégies nationales de financement à moyen terme pourrait permettre au pays de l'UEMOA de tirer parti du plein potentiel de toutes les ressources gouvernementales fiscales et non fiscales pour une croissance accélérée et soutenue par la stabilité macroéconomique. En effet, il est démontré que les pays qui adoptent une politique budgétaire contracyclique pourraient augmenter donc les recettes publiques de 5% donc, du PIB. Toujours en ce qui concerne l'ajustement budgétaire, pour donc préserver la stabilité macroéconomique, les pays de l'UEMOA devraient aligner leur politique budgétaire sur le cycle économique, améliorer la mobilisation des recettes et réduire les dépenses pour réduire les pressions de l'offre tout en abaissant les impôts et en augmentant les dépenses lorsque l'activité économique ralentit. Par contre, il convient de noter que la baisse des impôts n'influence pas de manière significative l'investissement dans les pays africains. Et en effet, pour atteindre une augmentation de 1% de l'investissement total en Afrique, le gouvernement pourrait perdre jusqu'à 20% de leurs recettes fiscales selon le rapport de la CIE. Et donc, pour ce faire, les pays de l'UEMOA devraient éviter de se joindre à la course visant à baisser les impôts pour attirer les investissements étrangers, puisque les gains qui vont être enregistrés seront beaucoup plus faibles comparés aux pertes de revenus fiscales. Deuxième élément, donc l'élargissement de l'assiette fiscale. Les gouvernements des pays de l'UEMOA devraient élargir l'assiette fiscale en introduisant les secteurs fiscaux dans le filet fiscal. Ceci inclut l'agriculture, l'économie informelle, l'économie numérique et le secteur des ressources naturelles. Et ces pays devraient réévaluer les incitatifs fiscaux et supprimer ceux qui ne répondent pas à l'objectif visé. En effet, le réalignement des instruments fiscaux pour tenir compte de la grande économie informelle pouvait permettre, n'est-ce pas, d'accroître la perception des recettes. Aussi, limiter l'utilisation des incitatifs fiscaux dans les secteurs de l'agriculture et des ressources naturelles pourrait endiguer les fuites fiscales et améliorer la perception des recettes. En ce qui concerne les investissements dans les méthodes de collecte des données, investir dans les meilleures méthodes de collecte de données et leur mise en œuvre dans le mois pourrait renforcer la surveillance de la perception et de la déclaration des revenus non fiscaux. Les revenus non fiscaux constituent en quelque sorte une autre source de revenus inexploités qui pourrait élargir l'espace budgétaire dans la majorité des pays de l'UEMOA. Et donc, les sources de revenus non fiscaux comprennent les subventions, les loyers fonciers, les frais et d'autres sources diverses. Et toujours dans cette perspective, la capture politique ne permettant pas souvent ou bien constituant souvent un obstacle à la perception des recettes non fiscales, en particulier pour les loyers fonciers, alors que l'amélioration des cadres de gouvernance et de surveillance active des recettes non fiscales pourrait faire augmenter ces recettes à concurrence de 2% du PIB donc, en Afrique. Donc, il faut donc résoudre ces problèmes politiques pour pouvoir accroître les recettes fiscales. L'autre élément, c'est que la perception des recettes non fiscales pourrait donc être améliorée dans le mois en établissant des institutions solides dotées d'un haut niveau d'expertise, en construisant de nouvelles infrastructures et en établissant une coordination efficace
entre les administrations centrales et locales. En ce qui concerne l'intensification des réformes des systèmes d'administration fiscale, les réformes d'administration fiscale ont été parmi les plus réussies en Afrique francophone, en Afrique donc, de façon générale, ces dernières décennies, mais la mise en place d'autorités fiscales semi-autonomes, principalement dans les pays anglophones, et l'utilisation des technologies de l'information ont amélioré l'observation, réduit les coûts de l'observation et de la perception des impôts et élargi l'assiette fiscale. Donc, reformer donc les systèmes d'administration fiscale par la numérisation et d'autres technologies de l'information pourrait permettre d'accroître la mobilisation des revenus. Les gains potentiels y seront considérables dans ce domaine-là. Il y a aussi toujours dans le cadre de l'intensification des systèmes d'administration fiscale, au Rwanda, on a trouvé que le Rwanda a augmenté ses recettes de 6% du PIB en introduisant la e-taxation, tandis qu'en Afrique du Sud, la e-taxation a réduit le coût de conformité de 22,4% et réduit de 21,8% le temps nécessaire pour se conformer à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, le déploiement des technologies numériques doit s'accompagner d'un renforcement des capacités des décideurs et des percepteurs d'impôts sur la façon de tirer parti des données générées par la numérisation pour des évaluations beaucoup plus efficaces. Enfin, en ce qui concerne le renforcement de la surveillance du secteur des ressources naturelles, les pays de l'UEMOA devaient renforcer leur surveillance du secteur des ressources naturelles. Ils pourraient envisager une approche plus équitable et moins difficile sur le plan administratif pour évaluer la part des bénéfices des sociétés multinationales à l'impôt. Enfin, en même temps, les gouvernements doivent éliminer les échappatoires pour contrecarrer l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, car l'élimination de l'érosion de la base d'imposition et du transfert des bénéfices pourrait faire accroître les recettes fiscales en Afrique d'environ 2,7% du PIB. Enfin, le deuxième élément sur lequel les pays de l'UEMOA devraient mettre l'accent, c'est l'approfondissement des marchés obligataires dans l'espace UEMOA. Notons que dans l'UEMOA, la taille des marchés obligataires demeure faible et l'activité étant dominée par les émissions de titres publics et elle reste embryonnaire dans la CEMAC. En dépit donc des progrès enregistrés dans l'UEMOA, le développement des marchés de titres publics dans le cadre d'une stratégie plus globale d'approfondissement des marchés financiers locaux pourrait servir de levier à la croissance à condition de réserver les ressources à long terme au financement des investissements plutôt qu'au financement des dépenses de fonctionnement des États. En effet, le développement des marchés financiers joue un rôle significatif dans la mobilisation de ressources et constitue en fait un catalyseur donc, pour la croissance économique. Donc, il permet en fait une meilleure allocation du capital en offrant des sources de financement alternatives et en diversifiant le risque entre une multitude d'investisseurs. Le recours au marché offre une plus grande flexibilité en termes d'accès aux ressources, le calendrier, en termes de calendrier des émissions, en termes de montants sollicités et les échéances de financement étant déterminés par les États eux-mêmes en fonction de leurs besoins. En particulier, le recours aux marchés locaux ou internationaux de capitaux permet aux États de diversifier leurs modes de financement en les rendant moins dépendants des banques commerciales locales. Le développement des marchés des titres publics permet, à travers aussi les émissions d'obligations, un accès plus aisé à des ressources à longue échéance en vue de financer des investissements de long terme, car les banques locales, de par la structure de leur bilan, privilégient les emplois à court terme afin de réduire leurs expositions au risque. Donc, ils constituent donc également une source de financement alternative dans un contexte de stagnation de la part de l'aide publique au développement en direction de l'Afrique subsaharienne, notamment en liaison avec la baisse au niveau des allègements de dettes consentis ces dernières années. Par ailleurs, la sollicitation des marchés, notamment internationaux, favorise une plus grande transparence, notamment à travers la notation des agences. En effet, les États sont alors censés être incités à renforcer la discipline dans la conduite des politiques macroéconomiques afin de bénéficier des taux de financement les plus bas possibles. De plus, il est communément admis que le développement des marchés des titres publics est un prérequis
au développement des marchés privés, les marchés des titres de dette souverains étant notamment utilisés comme un benchmark sur les rendements. Enfin, le développement des émissions de titres publics crée de nouveaux instruments de politique monétaire en offrant la possibilité d'un réglage plus fin de la liquidité par le biais d'opérations d'open market sur le marché interbancaire et en faisant du taux d'intérêt un nouveau canal de transmission de la politique monétaire en sus du canal de crédit. Cependant, il convient de noter que, étant donné qu'environ 70% donc de la dette extérieure de l'Afrique est libellée en devises et que les taux d'intérêt et le service de la dette risquent de s'alourdir en raison du resserrement des conditions financières sur les marchés mondiaux, les pays de l'UEMOA devraient accroître leurs emprunts en monnaie locale sur les marchés nationaux et internationaux. Il est important pour ces pays de réduire l'exposition et donc les risques de change. À cet effet, des politiques macroéconomiques prudentes soutenues par le développement et une meilleure régulation des marchés des capitaux locaux sont essentielles pour que ces pays attirent des capitaux et qu'ils puissent gérer leur endettement. Enfin, les gouvernements dans des pays de l'UEMOA devraient aussi financer leurs déficits sur les marchés des devises locales en émettant des obligations financières dont la durée est la plus longue possible. La dette libellée en monnaie locale présente l'avantage d'être couverte par les actifs et les revenus du gouvernement dans la même monnaie par opposition aux actifs en devises du gouvernement qui sont en grande majorité constitués des réserves en devises. Voici là où va s'arrêter notre exposé pour cette troisième partie du module 4. Je vous remercie pour votre aimable attention.